moi, en tant que noir, où que j'aille dans un pays de blancs, n'importe quel paysan bouseux a le sentiment diffus et profond que lui, il est quand même au-dessus de moi. Là, en 2024, ça ramène à tout le passé de domination, à tout le passé de conquête, à tout le passé d'imposition d'une culture, d'une religion. C'est profondément ancré dans les gens, en fait. On est pris en otage, mentalement, psychiatriquement. Comment ça va, petit? On a l'impression que quand la France a un problème, toute l'Afrique a un problème. C'est pour ça que je suis là, assis là, à faire une interview à des Blancs pour expliquer pourquoi on n'aime plus la France en Afrique. Ce désamour, la France ne l'a pas vu venir. Vive la France! Elle, qui a été tant célébrée pour avoir combattu les groupes djihadistes au Mali. La France est fière d'avoir contribué à cette victoire. Aujourd'hui, les drapeaux tricolores brûlent. Les militaires français quittent le Sahel. Les ambassades sont mises à sac. La France était chassée parce que nous étions la cible à abattre. Dans ces pays-là, on vit une crise. Pas un recul, c'est une crise. Il faut l'assumer. Pour la première fois dans un documentaire, le président de la République s'explique sur sa politique africaine. Moi, je suis le premier président français qui suis né après les décolonisations. Et donc, on ne va pas être enfermé dans notre passé. Mais les années de France-Afrique, de relations parfois toxiques, alimentent toujours les rancœurs. Nous avons voyagé dans ces pays de l'ancien précaré français. En Côte d'Ivoire, au Tchad, au Bénin, au Sénégal. Nous y avons rencontré des leaders et activistes qui assument un discours visant l'ancienne puissance coloniale. L'objectif du panafricanisme, c'est d'avoir des partenariats équitables avec l'Occident. La France, elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin. Très agressive, la Russie profite de cette crise. Le jeu qui se déroule ici est tellement sale. S'il y a un point sensible, alors il faut frapper là où ça fait mal. La Turquie étend aussi son influence, avec Sadat, une société militaire privée. Nous travaillons dans certains pays d'Afrique. Mais comme je l'ai dit, nous ne voulons pas divulguer lesquels. Tout le monde s'est fait la guerre sur le territoire africain. C'est l'ADN des grandes puissances. Dans ce grand jeu de Go international, nous avons cherché à comprendre quelle sera la relation de la France avec l'Afrique francophone. Un partenariat renouvelé ou un divorce consommé. Novembre 2024, au Sénégal. Nous sommes au milieu d'une foule survoltée. 15 000 personnes réunies dans un des plus grands stades de la banlieue de Dakar, la capitale. Elles sont rassemblées pour le dernier meeting de campagne d'un homme dont tout le monde parle. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, un critique farouche de la présence française dans son pays.
tey fii biir Dakar waratuñu am tali bu tudd général de Gaulle wala maréchal Foch wala xawma lii wala lii wala lii loolu dafa war a jeex Sénégal pour que l'histoire de la colonisation, une domination sauvage avec des exécutions, un pillage de notre continent que nit ñi xam ko loolu la tubaab bi bañ a dégg waaye dañ ko dégg dinañ ko dégg de. Merci beaucoup. Ousmane Sonko a fondé un mouvement qui a donné des ailes à une nouvelle génération d'hommes politiques. Le PASTEF, le Parti des Patriotes du Sénégal. Amadou Ba en est un membre actif. Ce fidèle lieutenant de Sonko est député à l'Assemblée nationale sénégalaise. Et les consignes de sécurité habituelles, chauffeurs et tout. Les partis traditionnels n'offraient aucune perspective parce que tout était centré sur le chef de parti. C'était quasiment de la corruption généralisée. Et quand on a tous vu les premiers pas de Ousmane Sonko à la télé, poser les problématiques. Personne ne considérait que le franc CFA pourrait éventuellement être un problème. Personne ne parlait de souveraineté, etc. Donc l'homme, par sa posture, ça nous a parlé. Souveraineté, indépendance. Ces mots, nous les avons entendus partout pendant notre tournage. Au pied des monuments des villes africaines que nous avons arpentées. Lus dans les regards des passants, dévisageant notre caméra portée par deux blanches, incarnant malgré nous cette France, perçue comme intrusive. C'est là qu'ils sont venus les Blancs, hein. C'est pas ailleurs, les Blancs en Côte d'Ivoire là. C'est pas ailleurs, hein. C'est là. L'écrivain Armand Gauze est hanté par les fantômes de l'esclavage. Il vit à Grand-Bassam, le tout premier comptoir colonial français de Côte d'Ivoire. Il a tenu à nous montrer cet océan par lequel la France a déporté 1 300 000 Africains vers les Amériques en à peine 200 ans. Premier vers du premier livre de la négritude. Ils sont venus ce soir où les tam-tams roulaient de rythme en rythme. Combien de mois sont morts depuis qu'ils sont venus ce soir? C'est ça, Damas. Dans ces vers-là, il dit, les 500 ans de violence-là, c'est l'Europe occidentale blanche qui domine la planète entière. Après l'esclavage, vient la période de la colonisation. À la fin du 19e siècle, l'armée française prend le contrôle d'immenses territoires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La République se taille un empire qu'elle va exploiter pour le plus grand profit de la métropole. Regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est du colonial. C'est un hôtel. Hôtel, salle de bal. Quand on commence à mettre des salles de bal, c'est qu'on se sent chez soi. Tu vois. L'espace gastronomique s'appelle encore le Franceville. Regarde. Avec de l'iconographie blanche. On est vraiment au territoire français. La colonisation est un système politique et économique de domination et d'exploitation, point. Qu'il y ait eu des individus qui se soient comportés de manière humaine, tant mieux. Tant mieux. Des colons qui soient comportés de manière humaine, tant mieux. Mais quel était le statut de ces populations indigènes? Infériorisées, dominées, exploitées économiquement. Et quand on dit, ben oui, on a développé l'école, les dispensaires, mais pour que la main-d'œuvre soit efficace, il fallait qu'économiquement parlant, ça soit rentable. Donc c'est ça la colonisation. Entre 1958 et 1960, les colonies françaises d'Afrique subsaharienne obtiennent leurs indépendances. Mais les liens avec la métropole ne sont pas coupés.
Commence une liaison incestueuse, appelée France-Afrique. C'est l'époque des trafics d'influence et des réseaux occultes de Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle. 4 gaillards ont enlevé les 2 présidents pour les transporter, tels les administrateurs coloniaux de jadis. Maintenu pendant des décennies par les présidents successifs, il s'agit d'un système post-colonial où les rapports de domination perdurent. Les nouveaux dirigeants africains sont protégés par la France tant qu'ils restent dans la ligne politique définie par Paris et se soumettent aux intérêts économiques français. Un homme a été l'un des rouages de ce système. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non, c'est bien. Le face-à-face. Robert Bourgi, bonjour. Très heureux de vous recevoir pour ce livre. Ils savent que je sais tout. Alors justement, je sais que vous n'aimez pas l'expression porteur de valises ou convoyeur de fonds, mais quand même, vous étiez chargé de convoyer des sommes d'argent de chefs d'État africains envers des chefs d'État ou de l'administration française. Et vous citez des gens que vous avez très bien connus et fréquentés, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, en passant par Dominique de Villepin, Claude Guéant et tous les autres. Je n'ai jamais été porteur de valises, mais j'ai toujours accompagné les émissaires des chefs d'État africains qui étaient porteurs de ce que j'appellerais les missives bien chargées de billets de banque en direction des autorités politiques françaises. Le destinataire principal pendant ces 4 décennies, ça a été Jacques Chirac. Oui, je le dis. C'est la première page de mon livre. Jacques Chirac était candidat à la présidentielle de mai 88. Et il me fait venir à la mairie de Paris. Il me dit, il faudrait que vous alliez voir le président Bongo. Dites-lui que la campagne coûte cher et il me faut des subsides. Et je suis allé voir le président Bongo. Un des aides de camp de Bongo vient me chercher à l'hôtel, me fait asseoir dans la salle d'attente et je vois Roland Dumas. Roland Dumas, l'homme de Mitterrand, d'un air malicieux, il me dit « Je crois que nous venons pour la même chose ». Il me dit « Rassurez-vous, Bourgi, je vous en ai laissé ». Et je rentre dans le bureau de Bongo. Je lui dis « Mais papa, mais pourquoi vous aidez tout le monde ?» Il me dit « Fiston, quand il y a une course de chevaux, il y a plusieurs chevaux, et je mise sur tous les chevaux. Un des chevaux va rentrer, et je serai gagnant. » Et quels sont les présidents qui ont le plus contribué à financer la politique française? Pour ce qui est de la droite, ça a été Bongo en 1, le maréchal Mobutu en 2, en 3, Denis Sassou Nguesso. Cela était l'assurance pour ces chefs d'État de rester au pouvoir avec la couverture militaire française. En cas de trouble, on intervient immédiatement. Quand il y avait une forme d'opposition dans ces pays, les étudiants, les syndicats, la jeunesse, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait en sorte d'aider ces présidents, on renforçait leur potentiel de répression. Et rien ne se faisait dans ces républiques sans le feu vert de Paris. Voilà la verticalité du pouvoir. Est-ce que c'est pas ce système post-colonial, ce système de Foccart, que la France paye aujourd'hui en Afrique francophone? En tout cas, c'est cette image qu'elle paye. C'est parfois ses réalités. Ça s'est arrêté depuis quand même plusieurs années. Je crois que mes prédécesseurs avaient progressivement changé ce système et je l'ai sans doute encore arrêté de manière plus radicale. Ce qui parfois d'ailleurs n'a pas été compris. Mais je l'assume. Non, mais par les gens qui sont justement dans un rapport de puissance. Beaucoup de gens qui vous disent qu'il y a un recul de la France sont des gens qui, en fait, signifient en creux, vous devriez faire les coups d'État ou les arrêter quand il y en a. On ne fait plus ça. Dès 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu,
affiche une forte volonté de changer la relation avec les pays d'Afrique francophone. Alors on m'a dit, ici c'est un amphithéâtre marxiste et panafricain. Donc je me suis dit, c'est l'endroit où je dois aller pour m'exprimer. Il est le premier président français à qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. Une nouvelle page. Et tient à s'adresser directement aux jeunesses africaines. La France et l'Afrique. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Quelle était votre ambition pour la relation franco-africaine ? D'essayer de faire ce qu'on est en train de mener, c'est-à-dire une... Moi, j'appellerais ça une refondation. Moi, je suis le premier président français qui suis né après les décolonisations. C'est pas ma génération. Et l'Afrique, les trois quarts, même plus de la population, n'a jamais connu la décolonisation. Et donc, on ne va pas être enfermé dans notre passé. Donc, c'est toute cette politique de reconnaissance que je mène, qui n'est pas une politique de la repentance, qui n'est pas une politique qui nous enferme. Reconnaître les choses, regarder la vérité de ce passé, mais en même temps être décomplexé sur l'avenir. Un pays incarne la politique renouvelée souhaitée par Emmanuel Macron. Le Bénin. Une langue de terre coincée entre le Togo et le Nigeria, où les relations avec Paris sont au beau fixe. C'est la seule ancienne colonie française. Bonjour. Où nous avons été autorisés à suivre une ambassadrice sur le terrain. Et pas n'importe laquelle. Comment ça se passe? Nadège Choix, l'ancienne conseillère Afrique du président français. Ah, ça y est, là vous êtes au top bientôt. Ce jour-là, elle enchaîne les rencontres, dont une est hautement symbolique. C'est un honneur de venir aujourd'hui à Abomey, de vous rencontrer. Merci beaucoup de nous recevoir. L'actuel roi d'Abomey est le descendant de Béhanzin Ier, ennemi juré de la France, figure de lutte contre la colonisation au XIXe siècle. Scène inimaginable au temps des colonies, la diplomate pose au pied du trône. Protocole oblige, le roi ne peut s'adresser directement à ses visiteurs. Sa Majesté me charge de vous dire merci, que ce sont les biens de nos parents qui sont venus chez vous. Et c'est une joie, après des siècles, et nous les avoir retournés à l'État. Les biens dont parle le messager du roi, ce sont ses statues royales. Ses trônes. Ses portes en bois sculpté, arrachées des palais, pillées par les troupes françaises en 1892 et jusque-là précieusement gardées à Paris. En 2016, le ministre des Affaires étrangères béninois écrit à son homologue Jean-Marc Ayrault à l'époque en demandant que justice soit faite en restituant les biens béninois. La réponse des autorités françaises, c'est une fin de non-recevoir, mais il y a eu d'autres courriers avant d'autres pays. Et justement, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'avant, on a dit que c'était pas faisable? Je ne pourrais pas trop vous dire. Moi, je pense qu'il y avait une forme de conservatisme. Peut-être que ce n'est pas si facile pour les hommes politiques français d'affronter, disons, ces conservateurs. Il a fallu également les rassurer sur le fait que, eh bien, ces biens récupérés ne seraient pas jetés dans quelques caves ou se retrouver sur des décharges, disons, dans cette savane africaine. En novembre 2021, la France restitue au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. C'est un acte fort qui signifie que, littéralement, la guerre est finie. C'est une manière de rendre la dignité, la souveraineté
la fierté au peuple d'où c'est parti. Quand les biens sont arrivés au Bénin, c'était un enthousiasme, une fierté, c'était une, allez, j'ouvre les guillemets, une folie pour le peuple béninois, une émotion intense. Parce qu'on avait l'impression qu'on retrouvait une partie de notre âme. Beaucoup de gens étaient surpris. Si au 19e siècle, il y avait une telle qualité de mobilier, ça signifie qu'on était avancé. On n'était pas des sauvages qu'on a voulu nous faire croire. On n'était pas nuls. La France et le Bénin célèbrent en grande pompe le retour de ces œuvres sur leur terre d'origine. Mais seule une trentaine ont été rendues, sur des milliers d'autres restés dans les musées français. Un geste symbolique qui n'a pas suffi à apaiser les critiques. L'une d'elles revient sans cesse, tenace, lancinante, celle de l'arrogance française. Et quelque part, lors du discours de Ouagadougou en 2017, une déclaration d'Emmanuel Macron, en présence du président du Burkina Faso, va marquer les esprits. c'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va au restaurant. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Est-ce que vous reconnaissez le fait que certaines de vos déclarations aient pu irriter ou contribuer à ce sentiment? La clim. Alors la clim, c'est n'importe quoi. Bah non, mais ça, c'était vraiment... Ça, c'est un truc qui a été récupéré par certains. Mais c'était vraiment... C'est une relation fraternelle que j'avais avec le président Roch Kaboré. Et c'est vraiment une plaisanterie qu'on a faite ensemble. Demandez-lui si lui, il a été vexé une seule seconde. Pas du tout. C'est-à-dire, on ne peut pas faire d'humour. On ne peut pas être franc. Ces impairs du président sont pointés du doigt dans un rapport de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères et de la Défense. Écrit par des élus venant de tous bords politiques, le document met en lumière les reproches précis faits à la France. Le premier d'entre eux, une forme d'arrogance et de paternalisme qui se sont traduits par des maladresses telles que la convocation des chefs d'État sahéliens à Pau. Nous aurons l'occasion dans les prochains jours et les prochaines semaines de travailler sur le Sahel. Et puis nous avons acté une clause de rendez-vous. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui convoque les chefs d'État du Sahel à un sommet de Pau pour les chapitrer. Parce qu'en fait, en plus, dans la séquence, c'est « je suis pas content, vous ne faites pas les efforts que j'attends de vous ». Maintenant, les résultats doivent arriver. Mais en fait, c'est pas l'attitude qu'on peut avoir dans des relations partenariales. Parce que si on inversait la situation, nous n'accepterions pas que nos interlocuteurs nous parlent comme nous leur parlons. C'est aussi simple que ça. Je suis francophile, j'aime bien la culture française, j'écris en français, j'ai des très bons amis en France, j'aime bien aller en France, mais j'ai envie qu'on me respecte un peu aussi. Et vous avez le sentiment que la France ne vous respecte pas? Ben déjà, c'est surtout les discours de vos hommes politiques. Je me souviens, c'est Colonna, non, la ministre des Affaires étrangères, elle était venue ici, elle nous a dit carrément, ne vous laissez pas prendre pour des idiots par les Chinois. Pourquoi? Parce que nous coopérons avec les Chinois. On se laisse prendre pour des idiots. Quand vous, Français, vous coopérez avec les Chinois, vous avez bien une ambassade là-bas, non? Vous vendez des choses aux Chinois, vous voulez acheter des choses. Mais c'est ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que nous, on se ferait prendre pour des idiots? Ce genre de langage, c'est l'arrogance, voilà. C'est-à-dire, dans l'esprit de beaucoup de vos politiciens, la Côte d'Ivoire ou l'Afrique francophone est la propriété de la France. Ladies and gentlemen, Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. L'ancienne puissance coloniale n'est pas la seule à être visée par ces critiques. We believe in basic fairness. Au Sénégal, pays à majorité musulmane,
on garde un souvenir heurté d'une leçon de morale prodiguée en public par Barack Obama. Le président américain qui est venu ici au Sénégal nous a regardé en face pour nous dire ben, vous allez légaliser l'homosexualité. Those basic principles apply to everybody. C'est ça qui a heurté, qui a créé un sentiment de révolte et de rejet. Ce ne sont pas vos valeurs et vos croyances qui sont supérieures aux nôtres. Vous interdisez la polygamie chez vous, on ne sait pas, on n'a pas protesté. We are all equal under the law. Mais ils viennent en Afrique, encore cette vieille idée de l'Occident civilisateur. Nos valeurs universelles. Alors là aussi, je dis toujours, c'est d'une violence inouïe, nos valeurs universelles. Ça voudrait dire que nos valeurs sont supérieures à toutes les autres. C'est hyper violent pour quelqu'un qui reçoit ce message-là. En fait, tes valeurs, elles ne sont pas au même niveau que les miennes. C'est vraiment un héritage de la mission civilisatrice de l'homme blanc. Il faut bannir ce mot, il faut bannir cette pensée-là. La situation que vous vivez est très dramatique. La souffrance est de ce monde. Mais ce n'est pas le gouvernement qui doit te donner ta souffrance. Paul-Chéric Ballet est une activiste renommée en Côte d'Ivoire. Elle est à Yopougon, le quartier le plus populaire d'Abidjan, pour se battre contre les expulsions des habitants et la destruction de leurs maisons, ordonnée par le gouvernement ivoirien. C'est incitation à chose. Dans les papiers des Blancs, là, on appelle ça expropriation pour cause d'utilité publique. Mais les mêmes lois la disent. Quand on veut prendre la maison de quelqu'un, ça se fait après une indemnisation juste et préalable. C'est la guerre ou bien c'est quoi? Si c'est la guerre aussi, on n'a qu'à vous dire ce que vous avez fait. Au moins vous savez. Emprisonnée pour avoir manifesté contre le gouvernement en place, elle est une farouche opposante à Alassane Ouattara. Le président réélu en 2020 pour un 3e mandat, avec le soutien de la France. Pour nous autres, les problèmes de la Côte d'Ivoire sont dus à la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Je ne crois pas que ce soit la France qui leur demande de détourner les deniers publics. Je ne crois pas que ce soit la France qui leur demande de casser les maisons des gens. Je ne crois pas que ce soit la France qui leur demande de ne rien faire contre la cherté de la vie. Mais parfois, on en veut aux pays occidentaux parce qu'on se dit quand les gens gouvernent mal, ils ne disent rien. Et parfois... Il est en pleine renaissance dans les pays d'Afrique francophone. L'objectif du panafricanisme, ce n'est pas de rompre les relations avec l'Occident. C'est d'avoir des partenariats équitables avec l'Occident. Aujourd'hui, c'est la France qui a la plupart des gros marchés en Côte d'Ivoire. C'est Bolloré, c'est Bouygues. On avait dit que le métro, au début, c'était des Coréens et c'était même moins cher. Après, c'est devenu 1000 milliards avec la France. On ne sait pas comment ils sont passés de la Corée à la France. La France est toujours en 2025 le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire. Plus de 1000 entreprises françaises y sont installées. Ce sentiment de domination économique exaspère les jeunesses africaines. Celle d'un continent où 62% de la population a moins de 25 ans. Idrissa, Ousmane, Amadou sont étudiants en médecine, lettres ou agriculture à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'une des plus grandes d'Afrique francophone. Pour nous, il était primordial d'aller à la rencontre de ces jeunes.
plus engagés, plus politisés que ne l'ont jamais été leurs parents. Nous avons un renouvellement de générations qui aspirent à une coopération qui respecte leurs valeurs, à une coopération qui respecte leurs identités. Nous avons un certain idéal qui était avant une utopie, mais maintenant qui ne l'est plus. Et nous pouvons enfin arriver à une relation d'égalité entre nous et tout autre pays, y compris la France. Aujourd'hui, nous avons des ambitions et nous voulons nous donner les moyens de nos ambitions. Donc on ne peut pas se cacher derrière la France pour pouvoir dérouler nos ambitions. L'Afrique dans son entièreté est assez mature pour savoir qu'il n'y a qu'elle qui puisse prendre en main son destin. Pour y arriver, il faut selon eux se débarrasser de certains vestiges de la colonisation et de la France-Afrique. D'abord, le franc CFA. Transport l'arrière, après barrage, 1000 francs, transport s'il vous plaît, monsieur dame. Il n'y a pas de monnaie. Né en 1945, il signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique. Même si aujourd'hui la France ne l'impose plus, qu'elle est minoritaire dans les instances de direction de cette monnaie, le CFA est toujours perçu comme une violation de la souveraineté économique par les populations des États qui l'utilisent. 300. Le second point de crispation, c'est la présence militaire française. Après les décolonisations, Paris installe ses bases permanentes avec l'accord ou à la demande des gouvernements locaux. C'est un beau pays. Je trouvais que c'était un peu pauvre, mais un pays bien accueillant en tout cas. Ces Jaguars ont une mission de présence, comme il en est de toutes les troupes françaises dans les territoires où nous sommes liés par des accords de défense. À leur âge d'or, dans les années 1960, elle compte près de 30 000 hommes, déployés dans 8 pays. Début 2025, ils étaient encore 1700 soldats français, postés au Gabon, en Côte d'Ivoire ou ici au Sénégal. De savoir qu'il y a une base ici, pour moi, c'est inadapté par rapport à notre monde. Est-ce que la France pourrait accepter que des bases militaires sénégalaises se trouvent en France? Donc si ça continue, ça peut être perçu d'une autre manière que non pas sur le cadre diplomatique, mais sur le cadre de la domination. Le côté symbolique, il faut en tenir compte. Ils pensent que c'est encore la colonisation, la non-colonisation. On ne peut pas faire comme s'ils n'entendent pas. Pour beaucoup de gens, ça gêne. Et puis, on finit par se poser la question, mais les Anglais, non, ils ont eu des colonies en Afrique. Il n'y a pas de base militaire anglaise en Afrique. Pourquoi est-ce que la France tient absolument à avoir des bases militaires en Afrique? Et puis, à quoi servent ces bases militaires? On se pose des questions. France et nous sommes mariés. Mais disons que les relations sont un peu houleuses. Ça traverse une période de turbulence. Certains pays ont choisi de claquer la porte de ce mariage chancelant. Le Mali en tête. La France y était déployée depuis 2013 pour lutter contre les djihadistes à la demande des autorités locales. Mais au fil des années, la situation sécuritaire se dégrade. Les attaques se multiplient. Comme en 2019, avec le massacre d'Indeliman. L'organisation de l'État islamique revendique la mise à mort de 53 militaires maliens. La population cherche alors des boucs émissaires. Le pouvoir en place, allié de la France, est renversé par un coup d'État militaire en 2021. Le premier d'une épidémie de putsch dans cette région, épicentre du terrorisme en Afrique. En 2022,
C'est le tour du Burkina Faso, puis le Niger un an plus tard. Dans ces pays, l'ancienne puissance coloniale est accusée de tous les maux par les nouveaux dirigeants. L'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. Il parle des droits de l'homme, mais il décime des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Dans les États tombés aux mains des putschistes, éclatent de violentes manifestations anti-françaises. Elles ont profondément marqué cet homme. Diplomate français, il était à l'époque basé dans l'un des 3 pays du Sahel. Sa vie a été menacée. À un moment, la peur, elle est légitime. Elle peut vous gagner quand vous commencez à voir une vague qui se forme et qui va vous emporter. Vous avez subi des graves manifestations devant l'ambassade, avec jet de pierre, avec des gens qui peuvent réussir à pénétrer dans l'ambassade. Oui, la peur, moi, mais personnellement, m'a gagné à un certain moment de ces séquences-là, bien sûr. Les diplomates sont renvoyés. La France est contrainte de fermer son ambassade au Niger. Les bases militaires sont évacuées au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Dans ces pays-là, on vit une crise. C'est un moment de tension. Il faut le vivre comme un moment. Mais il faut aussi assumer que, d'abord, on était là avec une mission, elle était claire. Ils ont rompu ce cadre. Et qu'ensuite, les dirigeants liés à ces putschs sont dans un moment où, au fond, ils instrumentalisent aussi beaucoup le sentiment anti-français. Enfin, ils le nourrissent et l'instrumentalisent. Et ils ne veulent pas de ces relations. Dont acte. Le coup de grâce viendra de l'allié historique de la France, le Tchad. Ici, l'armée française a entraîné ses hommes depuis plus d'1 siècle et avait établi le quartier général de son opération de lutte contre les djihadistes au Sahel. Vous êtes l'homme qui a remis les clés de la base française après près de 125 ans de présence française au Tchad. Comment on en est arrivé là? C'est une décision souveraine qui a été appliquée et nous, militaires, nous avons été chargés de mettre en œuvre ce retrait. On l'a fait en bon ordre, en sécurité, en coordination avec les autorités tchadiennes. On a rempli la mission. Pas d'état d'âme. Pourtant, être renvoyé du Tchad, personne en France ne l'avait vu venir. Ce pays du Sahel, où l'armée est omnipotente, a été dirigé pendant des décennies par le dictateur Idriss Déby. À sa mort en 2021, son fils, Mahamat Idriss Déby, lui succède. Une transmission quasi monarchique du pouvoir, qu'Emmanuel Macron soutient officiellement. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Quelques mois plus tard, le jeune dirigeant tchadien se rend en France. Mais malgré ses accolades et ce qui ressemble à une lune de miel, il cède lui aussi à la vague souverainiste qui inonde le Sahel et finit par tourner le dos à Paris. En novembre 2024, son ministre des Affaires étrangères publie ce communiqué, exigeant le départ immédiat des troupes françaises.
Le gouvernement de la République du Tchad informe de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Notre pays n'a vraiment pas besoin d'une armée étrangère pour protéger nos institutions. Ça, vous pouvez en être sûr. Mais je vous le répète parce que c'est toujours bien de répéter les choses parce que les gens comprennent mieux les choses répétées sans cesse. Nous le répétons et tout le monde sait que le Tchad est un pays qui attache une importance particulière à sa souveraineté. Nous avons pris le destin de nos peuples en main. Le départ forcé du Sahel oblige la France à repenser complètement sa présence militaire sur tout le continent africain, y compris ses bases permanentes en Afrique francophone. Autrefois considérées comme un avantage stratégique, elles sont devenues un handicap. D'ici à la fin de l'année 2025, il n'y aura plus de base militaire française permanente en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Malgré la légitimité de l'action, malgré la crédibilité de ce qui est fait, malgré la qualité du partenariat, si c'est pas bien expliqué, c'est pas bien documenté, s'il y a du doute, c'est mal compris. Et nos adversaires l'ont parfaitement intégré dans leur stratégie qui visait à décrédibiliser, à délégitimer la présence de la France en Afrique. La Russie est sans doute le compétiteur le plus offensif, on le sait. La Russie récolte les fruits d'une politique savamment orchestrée par Vladimir Poutine. Хотел бы поприветствовать всех участников первого саммита Россия-Африка. Depuis le sommet de Sotchi en 2019, le président russe courtise ardemment les chefs d'État africains. Il enchaîne les rencontres en tête-à-tête. Les prises de parole, avec un mot-clé récurrent. К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор. Советский Союз оказал народам Африки поддержку в борьбе против колониализма. Западные элиты какими были, такими и остались. Колонизаторскими. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Poutine a utilisé 3 fois plus ce champ lexical du colonialisme qu'il ne l'a fait durant tout le reste de sa présidence entre 2000 et 2021. Il y a une volonté finalement de créer des convergences idéologiques entre les acteurs russes qui défendent cet agenda souverainiste, cette désoccidentalisation du monde, cette émergence d'un monde multipolaire et un agenda africain local, panafricaniste, anticolonial. Pour diffuser ce discours, le chef du Kremlin a une arme redoutable. Des faux médias qui recrachent sa propagande. Dernier né au royaume de la désinformation, African Initiative. Привет, друзья! Фигура президента России Владимира Владимировича Путина – символ борьбы за свободу и суверенитет на африканском континенте. Как отметил член Палаты народов African Initiative se présente comme une sorte d'agence de presse multilingue, donc qui produisent des contenus en français, en russe, en anglais, en arabe. Vu des armées françaises, African Initiative, c'est une sorte de galaxie. C'est un système, une grosse machine qui vise à attaquer les pays occidentaux, dont la France, et qui vise à imposer les narratifs russes au sein des opinions publiques africaines. Son rédacteur en chef est Artyom Kureev. Il se présente comme un expert en géopolitique. Mais en réalité, il est un agent des services secrets russes, le FSB. Le rédacteur en chef est Artyom Kureev. Les gens comme lui ne sont pas de simples journalistes. On ne peut pas parler de médias, mais plutôt d'une structure qui fait partie de la stratégie d'influence russe. Bien sûr, parce que vous croyez encore à l'existence de médias indépendants. Naïvement, oui. Cette organisation est d'une manière ou d'une autre affiliée au pouvoir russe, au Kremlin.
Il serait idiot de penser le contraire. Sergueï Eledinov est le correspondant d'African Initiative à Dakar. Ancien membre des forces spéciales russes, il s'installe au Sénégal il y a une quinzaine d'années. Travaille d'abord dans le secteur de la sécurité privée, avant de se reconvertir en spécialiste des questions africaines. Sergueï, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour, très heureux également. À travers les articles qu'il signe, les documentaires qu'il réalise, Sergueï est devenu une des chevilles ouvrières de la propagande anti-française. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée plongée dans une crise durable et profonde, dont la France est derrière tout ça en partie responsable. La trajectoire du Burkina Faso est un exemple frappant de la politique menée depuis Paris pour continuer à faire de l'Afrique, même après les indépendances, un territoire sous son contrôle. La France est de fait un membre actif de ce qu'on appelle l'Occident collectif, contre lequel nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans le respect des règles sportives ou le fair-play à la Pierre de Coubertin. La partie qui se joue ici est tellement sale que si vous connaissez un point faible, c'est là que vous devez frapper. Pourquoi le continent africain est-il devenu une priorité politique pour la Russie ? C'est une partie très importante du Sud global. On parle de 54 pays. L'Afrique joue un rôle important pour contrer la menace d'isolement de la Russie sur la scène internationale. On est en train de passer peu à peu dans un monde post-occidental. On a des acteurs justement de ce qu'on appelle le Sud global qui deviennent de plus en plus importants et dont le poids démographique, politique, économique est de plus en plus fort. Tout l'enjeu, c'était de montrer que la Russie appartenait en fait à une même entité géopolitique que ces pays-là. Le régime de Poutine a même créé une notion pour s'unir avec ces pays au sein d'un même bloc. La majorité mondiale. Et ça permet en fait d'englober le Sud global et la Russie par opposition à une minorité occidentale et à cet Occident collectif. Un Occident que la Russie combat avec l'aide de nombreux soldats recrutés directement en Afrique francophone. Nous nous sommes procuré ce document. Il est issu d'un organe chargé de la propagande russe. On y découvre que des blogueurs africains basés au Mali, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, sont payés par Moscou pour poster du contenu favorable au Kremlin ou critiquer la France. Chasser la France, chasser les forces du mal, la France, elle dégage. L'Afrique n'est pas menacée par la famine, ni par une supposée influence russe, mais par vous, Emmanuel Macron. Dans le document, on trouve le nombre d'abonnés des auteurs et entre parenthèses la somme qu'ils ont touchée pour poster leurs vidéos. Ici, 500 $. Enfin, il y a les preuves de paiement. Des reçus de sommes en cash et de virements effectués pour financer ce qui est appelé ici des campagnes digitales de blogueurs. L'idée, c'est de s'appuyer à chaque fois sur des relais locaux, ce qui va à la fois permettre de viraliser des contenus, puisque ces influenceurs ont des gros réservoirs d'audience, mais aussi de crédibiliser ces contenus, puisque en s'appuyant sur un acteur local, le contenu est perçu comme beaucoup plus crédible vis-à-vis des audiences ciblées. Les relais locaux de la Russie ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Des dignitaires africains participent aussi à cette guerre d'influence.
Je suis docteur Aouad Dommelo. J'ai été ministre sous le président Laurent Gbagbo. What is the situation now? Et aujourd'hui, je suis vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en charge du panafricanisme. OK, this is good. Quand on a préparé cette interview avec vous, il y a beaucoup de journalistes qui disaient que M. Dommelo, c'est l'homme de Moscou à Abidjan. Vous le prenez comment, ça? Comme un compliment. Repéré par le Kremlin en 2021, l'Ivoirien Dommelo se voit offrir le poste de conseiller spécial chargé des investissements russes en Afrique. Il est important aujourd'hui d'ouvrir un axe direct entre l'Afrique et la Russie. Vous connaissez la force de la technologie russe. Eh bien, cette technologie, on en a besoin. L'homme assume un discours de rupture avec la France. Radical et sans réserve. Le divorce entre la France et l'Afrique est inévitable. Pourquoi? Parce que votre agresseur d'hier ne peut pas être votre gardien aujourd'hui. La Russie n'a mené aucune guerre en Afrique pour coloniser un seul pays africain. Donc leur CV en Afrique est très clean. Je dirais même c'est le CV qu'il nous faut en Afrique pour nous battre pour notre souveraineté. L'influence de Moscou en Afrique francophone grandit à mesure que s'étoffe sa présence militaire. Les soldats et les mercenaires russes officiellement déployés pour former les armées locales y sont de plus en plus visibles, de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, il serait près de 6 000 sur le continent, dont la majeure partie dans les anciennes colonies françaises. Près de 2 000 en Centrafrique, une centaine au Niger et au Burkina Faso, et 2 500 au Mali. Si on prend l'exemple du Mali, et les putschistes se retrouvent face à un vide sécuritaire, ils doivent aller chercher les Russes pour pouvoir se garantir eux-mêmes. Mais à chaque fois, c'est le symptôme de quoi? De systèmes politiques défaillants qui n'arrivent pas à apporter eux-mêmes des réponses de sécurité. Et quelles sont les victimes de cela? Les peuples africains. La solution que propose la Russie, ou directement ou par le biais de Wagner, c'est une solution, c'est du néocolonialisme. Elle vous sécurise comme dirigeant, elle apporte tout le kit de sécurité qui va bien, et puis elle prend vos mines, elle prend votre système d'information, et elle met le pays sous cloche, et elle pompe ce qu'elle peut pomper, elle se paye. C'est pas de l'aide publique au développement, Wagner, ou les Russes quand ils viennent. Sur le terrain, ils importent leurs méthodes. Ces images nous ont été envoyées par une source vivant au nord du Mali. Des scènes de chaos, des cadavres par dizaines. Accompagnés des troupes maliennes, les mercenaires russes s'attaquent aux populations peules sans distinction entre rebelles, djihadistes ou civils. Leur marque de fabrique, la décapitation. دول هاوس الفاغنر ضبحتهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول دول ناس كفار. Cette violence extrême s'est retournée contre les hommes de Wagner. Depuis quelques mois, ils connaissent d'importantes défaites comme à Tinzaouaten au Mali en juillet 2024, où ils tombent dans une embuscade des djihadistes. 47 soldats maliens et 84 mercenaires russes sont tués. Ils perdent aussi du terrain. À Bamako, la capitale, les terroristes ont réussi à prendre momentanément l'aéroport et mettre feu à l'avion présidentiel. D'après nos informations, la junte malienne envisage alors de faire appel à la concurrence pour garantir la pérennité du régime.
Le marché de la sécurité s'élargit à de nouveaux pays. Parmi eux, la Turquie. Elle opère sous les radars en Afrique. Mon fils est décédé. Qu'Allah bénisse son âme. Avant, je ne parlais pas. J'avais peur d'eux. Ils nous ont dit de ne jamais dire qu'il était au Niger. Vous l'enterrez, et si quelqu'un vous demande quelque chose sur lui, ne dites rien. Si vous parlez aux journalistes, vous en assumerez les conséquences. Ali vit dans le nord de la Syrie. Il vient de récupérer le corps de son fils de 29 ans, mort en Afrique. Il y aurait été envoyé pour le compte d'une société militaire privée turque, Sadat. Un jour, mon fils m'a raconté que la société Sadat était une société de sécurité et que leur entraînement était fait par les services de renseignement turcs. Vers le deuxième mois de cette année 2024, non, le premier, je me rappelle, ils ont informé Ahmed et ses cousins de leur départ pour le Niger, parce qu'il y avait des bases militaires turques sur place, ou des mines, ou je ne sais quoi. On m'a dit que son contrat était d'1 an. Sadat profiterait des ravages de la guerre civile qui sévit en Syrie. Elle irait chercher ses recrues parmi les plus pauvres, promettant un salaire élevé pour la région. 1 500 $ par mois. Ils choisissent des gens peu instruits et qui sont dans le besoin pour leur bourrer le crâne. Ils leur disent que la Turquie avait des terres, qu'elles appartenaient aux Ottomans et qu'ils veulent les reconquérir. Ils souhaitent instaurer un nouvel ordre, où Allah est le seul Dieu et où le calife est Erdogan. Pour en savoir plus sur cette mystérieuse entreprise au relent sectaire, nous partons pour la Turquie. C'est à Istanbul qu'après des mois de relance, le patron de Sadat accepte de nous accorder une interview. Melih Tanriverdi est affable, accueillant, et réfute toute accusation d'envoyer des Syriens en Afrique francophone et d'y former son armée de l'ombre. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est absolument pas vrai. Ce sont des informations montées de toutes pièces pour ternir notre réputation. Ce sont des informations qui visent à calomnier la Turquie. Et est-ce que l'entreprise Sadat est présente en Afrique? Nous travaillons dans certains pays d'Afrique. Mais comme je l'ai dit, nous ne voulons pas divulguer lesquels. Mais pouvez-vous me dire dans combien de pays africains? Quelques-uns. Dans un quartier que l'on doit tenir secret, vit Ersin Ergolou. Il est journaliste d'investigation spécialisé dans les questions de défense. Il a été menacé après avoir publié son livre d'enquête sur cette société militaire privée. Et notamment sur son fondateur, Adnan Tanriverdi, le père de l'actuel PDG. Cet ancien général a été limogé de l'armée en 1996 pour extrémisme religieux. Proche du président Recep Tayyip Erdogan, il a été son conseiller spécial pour les questions de sécurité de 2016 à 2020. Les dirigeants de Sadat militent pour la création d'une alliance regroupant 60 pays islamiques, dont 28 en Asie, 28 en Afrique et 4 en Europe.
Cette entité aurait pour capitale Istanbul. Elle adopterait la charia comme système juridique, l'arabe comme langue officielle et le dinar comme monnaie. Ils prônent également la suppression du principe de laïcité dans la Constitution, ainsi que le rétablissement de la peine de mort. Parmi leurs propositions figure aussi la création d'une armée parallèle capable d'intervenir dans ces 60 pays islamiques. Sadat est une entreprise fondée dans le but de faire émerger sur la scène politique mondiale les pays islamiques, d'en faire des superpuissances. Vous avez beau penser que le Tchad, l'Irak ou le Sénégal appartiennent à des régions différentes, nous les Turcs, nous partageons avec ces pays la même culture, le même appel à la prière. Ces pays peuvent se procurer toutes sortes d'armes et d'équipements près de la Turquie. La guerre des empires est bel et bien de retour au XXIe siècle sur le territoire africain. Le défi est de taille pour cette nouvelle génération de dirigeants qui prend le pouvoir. Réussir à imposer sa souveraineté, brandie en étendard face à l'impérialisme des grandes puissances. On a énormément de réformes à mener, bien sûr, le temps presse. On a terminé ce qui semblait être le plus facile et maintenant s'ouvre la période la plus compliquée, c'est le développement du pays. La France cherche encore sa place dans cette page d'histoire qui s'écrit. Elle ne sera pas rose, comme la couleur de l'Empire sur les vieilles cartes coloniales. Mais nous l'avons compris lors de nos tournages, un nouveau départ reste possible. Il ne faut pas parler ni de divorce, ni de rupture. À un moment donné, on peut faire chambre à part. Ce sera peut-être beaucoup plus simple pour apaiser la relation en attendant d'initier une thérapie de couple qui nous permettra de partir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qui vous semble le plus judicieux? Le divorce point d'interrogation ou un divorce impossible? Bon, un mariage autrement. Mais parler d'un mariage autrement, pour moi, ça serait un bon titre. Un mariage polygame. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est un homme qui voudrait bien épouser la France, mais aussi épouser d'autres pays. Il faudrait que la France accepte la concurrence. Calmez-vous les Blancs, tout va bien. La France n'est en perdition nulle part. On parle votre langue, et on la parle plutôt bien. On dit vos poèmes à vous. Tu vois? Donc calmez-vous, collez-nous la paix un peu. On va faire 2-3 trucs entre nous là, ça va bien se passer. Très bonne note finale.